BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là à mes côtés, c'est toujours un plaisir de les accueillir. Pauline Armandet pour la newsletter BFM Crypto. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Apparaît tout à l'heure à 18h la newsletter gratuite. Chacun de vous qui nous suivez ou qui nous regardez en direct, vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à cette newsletter, apparaître chaque lundi à 18h. On va en parler des thématiques que vous avez sélectionnées pour cette nouvelle newsletter. John Karp aussi avec nous. Bonjour John. Bonjour Guillaume. Co-auteur de NFT Révolution, naissance du mouvement Crypto Art et à la tête de la NFT Factory. Il semble que les NFT se réveillent. Vous nous l'expliquerez dans un instant. NFT, le retour à suivre dans quelques minutes. Juste après un coup d'œil au cours des cryptos quand même. Vincent Bois est avec nous depuis IG. Bonjour Vincent. Ravi de vous retrouver. Et un cours des cryptos qui, en même temps que les marchés actions, repart à la baisse aujourd'hui. Le Bitcoin repasse sous les 23 000 $. Oui, tout à fait. Le week-end a été un peu hésitant, plutôt baissier. On voit cette respiration dont vous parliez à l'instant. Donc, ça peut nous amener à des cours un peu plus bas. On n'est pas sur un changement de psychologie. Donc, pour le moment, on ne voit pas d'accélération baissière, même si l'objectif est plutôt d'aller chercher de nouveaux points bas avant de reprendre une tendance haussière importante. Mais à plus court terme, eh bien, on peut aller chercher les 22 300, qui est un niveau technique important, un support depuis mi-février. Et puis, aller chercher le niveau dont on parlait un peu plus bas tout de même, ce qui permettrait justement une correction un peu plus saine pour essayer de voir et de confirmer au niveau technique déjà cette tendance haussière. Donc, d'aller chercher sous les 22 300 et bien d'aller chercher nos 19 700, 20 000 $, ancien plus haut historique que l'on cite souvent, moyenne mobile, beaucoup d'indicateurs techniques sur ce seuil psychologique majeur des 20 000 $. Et donc, un retour sur ce niveau permettrait au niveau graphique justement de rebondir, de valider une tendance haussière, de rebondir dessus et de repartir à la hausse, qui permettrait justement de confirmer un biais haussier, ou au contraire, d'accélérer, de casser ce niveau qui invaliderait. Pour le moment, on n'en est pas là. On surveille les 22 300 qui pourraient être atteints rapidement, et puis probablement sous ce niveau, si les marchés corrigent un peu plus vers les 20 000 $. À surveiller, mais le risque, pour le moment en tout cas, on n'est pas encore sur la confirmation d'une tendance haussière. Sur l'Ether, quel potentiel d'un point de vue technique? Quels sont les signaux, les seuils que vous regardez particulièrement, Vincent? Alors, ils n'ont pas beaucoup changé, puisque c'est vrai que ça fait maintenant 2-3 semaines qu'on évolue à peu près dans le même range. On est sous les 1700. On est allé chercher justement ce niveau qu'on citait dernièrement sur les 1700, 1720 $. C'est un support important de 2021, 2022. Et donc, on reste sous ce niveau. On est sous ces 1700 $ depuis maintenant septembre 2022. On a dépassé, on évolue proche des niveaux d'avant la situation d'avant FTX, mais on ne dépasse pas les 1720. Donc, pour confirmer ce biais également, il faut dépasser ces 1720 $, 1730. Mais on peut avoir une respiration un peu plus importante, maintien sous les 1770 comme actuellement, pour aller chercher nos 1420, 1450 $. De la même façon, le niveau psychologique le plus important. Et c'est là-dessus, si on vient tester ce niveau, que la validation de la tendance haussière se valide, ou au contraire, une cassure nous amènerait à un retour baissier. Merci Vincent Bois en direct avec nous depuis IG. Dans quelques semaines, ce sera surtout au cœur du printemps, vers le mois de mai, la saison de déclaration des revenus. Il va falloir que chacun coche également ses revenus sur les cryptos. Et c'est ce dont vous nous parlez dans la newsletter. Comme chaque lundi, la newsletter apparaîtra à 18h. C'est le thème de cette semaine, l'une des thématiques que vous abordez. Pauline, vous vous êtes amusée à comparer le niveau de taxation des plus-values sur les cryptos en France et chez nos voisins. Comment la France se situe par rapport à ses voisins sur ce point? Tout à fait. Et parce que déjà, petite piqûre de rappel, effectivement, si un investisseur réalise des gains, donc des plus-values en crypto-monnaie à travers de l'achat et vente de crypto-monnaie, ou même s'il réalise des pertes, qui sont donc des moins-values, il doit forcément les déclarer donc aux impôts. Et il existe donc de nombreuses disparités entre les pays européens qui ont été notamment mentionnées par une société HelloSafe qui a fait un comparateur en fait des pays européens que nous avons regardé et sur lequel nous sommes basés pour pouvoir écrire donc cette newsletter. Et donc ce qui est assez intéressant déjà et qu'on retient de ce tableau, c'est que 6 pays en Europe déjà imposent une taxation nulle en matière de donc d'imposition de crypto-monnaies.
Parmi les pays, on compte Malte, Chypre, la Grèce, la Slovénie, l'Estonie et surtout, et c'est ça qui est aussi peut-être un peu étonnant, la première puissance économique en Europe, l'Allemagne. Ah oui. Oui, qui a une taxation nulle en matière de crypto-monnaies, notamment lorsque en fait, les investisseurs détiennent des crypto-monnaies depuis plus d'1 an. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et pour les autres pays, en fait, le taux d'imposition en matière de taxation des crypto-monnaies peut varier entre 0 et 50% en fonction de certains critères, par exemple des gains qui auraient été investis ou des profils des investisseurs crypto, qu'ils soient par exemple particuliers ou professionnels. Et donc, comment se situe la France par rapport à ses voisins en matière de ponction sur les plus-values en crypto? Alors la France, elle se situe un peu entre les pays, on va dire, les plus crypto-friendly et les pays qui sont beaucoup plus stricts en matière de taxation des crypto-monnaies. Parce que, par exemple, on le rappelle, en France, il va y avoir aucune taxation sur les gains sur une année. Si en fait un investisseur a gagné moins de 305 euros de crypto-monnaie. En revanche, s'il réalise donc des gains au-delà de ce montant, la taxation en crypto sera soumise à un prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU, la fameuse flat tax de 30%. Ou bien au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une petite nouveauté depuis notamment le mois de janvier 2023. Et alors voilà, la France, vous nous le disiez, se situe dans la moyenne des autres pays européens en matière de niveau de taxation des plus-values sur les cryptos, avec cette flat tax à 30%, mais chacun peut choisir entre la flat tax, effectivement, et le barème progressif d'impôt sur le revenu. Quels sont les pays les moins crypto-friendly en matière de ponction des plus-values? Alors, les pays les plus stricts, c'est vraiment ceux qui vont aller sur une taxation vraiment très forte en matière de crypto-monnaie. Par exemple, si on prend le cas de la Belgique, la plus-value issue de vente ou d'achat de crypto sera imposée à hauteur de 33% pour un particulier, tandis que les taux peuvent grimper jusqu'à 50% pour un professionnel, donc en fonction des gains réalisés. Parmi les autres pays les plus durs, qui ne font pas forcément de distinction entre les particuliers et les professionnels, on peut noter qu'il y a le Danemark. Les taux peuvent varier entre 37 et 52% de taxation. Donc là, ça commence à faire beaucoup. La Suède qui a 30%. Et le Portugal qui a 28%. Et en fait, il a complètement fait volte-face parce que jusqu'à présent, il y a encore même pas 1 an, le Portugal était considéré comme un pays très attractif en matière de crypto-monnaie. Et puis, il y a 6 mois, ils ont décidé d'imposer une taxe de 28%. Donc, certains, peut-être résidents portugais, ont dû chercher un nouveau pays de résidence. Là, on parle des plus-values sur les cryptos, mais quand on revend un NFT, par exemple, comment ça se passe en termes de taxation, d'imposition? Alors, John? en fait, en France, pour l'instant, alors ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais ce qui prévaut aujourd'hui, c'est qu'un NFT est considéré comme une crypto. C'est-à-dire qu'en fait, la régulation aujourd'hui française parle de crypto-actifs, donc d'actifs numériques. Ça inclut tout. Et donc, un actif numérique, aujourd'hui, c'est un NFT. Par contre, c'est vrai qu'il y a des discussions, parce qu'évidemment, derrière la technologie NFT, il y a plein de sous-jacents différents. Ça peut être de l'art, d'une part, ou plutôt un asset de jeu vidéo, ou simplement une carte à collectionner, et donc, ou un produit purement spéculatif. Donc, il y a des réflexions sur la notion de sous-jacent et donc d'imposer en fonction du sous-jacent, mais c'est vrai que c'est assez complexe aussi. Est-ce qu'un NFT artistique doit être imposé selon le régime fiscal des œuvres d'art ou selon celui des titres financiers? Bon, voilà, c'est un peu la question. C'est un petit peu la question qui est posée et qui est assez complexe à vrai dire, parce qu'après ça demande de définir qu'est-ce que de l'art. Et donc qu'est-ce que de l'art? C'est une question assez complexe. En tout cas, une certitude, il reste très très compliqué de déclarer ses plus-values sur les cryptos, un vrai casse-tête pour les investisseurs là-dessus. Il y a des avancées quand même, Pauline, ou pas encore? Alors, jusqu'à présent, il y a quelques sociétés qui aident en fait les utilisateurs à déclarer leurs cryptos. Elles sont vraiment spécialisées là-dedans. Je pense par exemple à la start-up française Waltio, qui s'est lancée sur ce créneau depuis plusieurs années. Et puis là, on a une annonce qui date de ce matin. C'est le géant des crypto-monnaies, donc Binance, qui a lancé donc lui-même son outil qui permet de déclarer ses crypto-monnaies. C'est une sorte de calculateur d'impôt
d'impôt sur les crypto-monnaies. Binance annonce que l'outil prendra en charge jusqu'à 100 000 transactions sur la plateforme effectuées par an. Donc en gros, c'est pas que les traders qui vont faire 2-3 opérations par jour, loin de là. Donc Binance explique que voilà, en un clic, vous pourrez désormais importer vos transactions dans notre calculateur et obtenir une estimation simple mais complète de vos obligations fiscales en fonction de votre juridiction. Pour l'instant, l'outil n'est disponible qu'en France et au Canada et devrait arriver prochainement dans d'autres pays, mais c'est assez intéressant que ce soit en France. Une façon d'attirer les investisseurs, parce qu'on leur dit en permanence « not your keys, not your coin », essayez de privilégier de détenir vous-même vos clés, vos seules clés privées, vous tout seul, à travers un wallet type Ledger, il n'y a pas que Ledger. Et là, Binance tente de répondre en disant « oui, mais avec nous, il y a d'autres services quand même que vous ne trouverez peut-être pas si vous vous contentez de détenir vous-même vos propres clés privées. » Voilà. Effectivement, une petite stratégie pour viser encore plus les clients français. Et un concurrent, c'est de la concurrence. Vous citiez Waltio, acteur français dans cet univers fiscal, c'est de la concurrence. Hein. C'est vrai que ça peut être de la concurrence, mais après, j'en ai discuté un tout petit peu ce matin avec le patron de Waltio. Et voilà, il devrait y avoir des annonces dans la semaine ou la semaine prochaine entre Waltio et Binance notamment. John Karp nous accompagne également pour parler donc du marché des NFT. They are back. Ils reviennent pour votre plus grand bonheur ou malheur. Chacun mettra le mot qu'il veut, chacun mettra le mot qu'il entend, mais les NFT semblent clairement reprendre des couleurs en ce début d'année, John. Alors oui, on a connu une période assez riche, assez euphorique depuis, on va dire, depuis Noël. Hein, c'était un peu les cadeaux de Noël qu'on a eu, et on a eu un mois de janvier où on parle à nouveau de... Alors peut-être pas de bull run, qui est le terme pour désigner les extrêmes prises de valeur des NFT, mais de mini bull run. On a des volumes en fait qui sont assez importants. On a eu 800 millions de volumes sur les NFT au mois de janvier. C'est une augmentation de 43%. Donc par rapport au mois précédent, c'est assez important. Il y a des grandes collections comme les Bored Ape, vous savez, les fameux singes qui sont très connus, qui sont passés d'un floor, ça veut dire d'un prix de base à 50 Ethers à plus de 70 Ethers. Donc on a eu un dynamisme assez important, et sur un grand nombre de collections, finalement des prises de valeur et des prises de profit. Et des volumes sur les NFT qui ont augmenté en janvier de plus de 40%, c'est bien. Exactement, des volumes qui ont augmenté de plus de 40%, c'est ça. Quelles collections tirent leur épingle du jeu du coup ? Alors c'est assez drôle parce que c'est des collections, on va dire, qu'on appelle dans le monde des NFT de beer market. Ça veut dire que ça fait maintenant... Beer, c'est autre chose, ça se voit la bière. Oui, c'est vrai, la bière, c'est vrai, l'ours, pardon, excusez-moi pour l'accent. Non, il n'y a pas de souci, c'était juste pour le fun. C'est vrai que mais c'est un peu la bière aussi des fois, justement. Et justement, c'est un peu l'esprit de ce bear market. Ça veut dire beaucoup de collections dites, qui ont été humoristiques ou basées sur le fait qu'on est tous fauchés. Il y a une des plus connues qui s'appelle Wrecked Guys, par exemple. Donc wrecked dans l'univers justement des cryptos, ça veut dire essoré. Ça veut dire qu'on a joué et on a tout perdu. Et donc, il y a une collection où on voit justement une personne qui s'appelle un personnage en train de descendre une bouteille d'alcool, on va dire, on ne sait pas quel alcool, mais donc qui est complètement fauché. Et donc, c'était une collection qui était quasi gratuite et qui a pris de la valeur pour monter jusqu'à plus d'1 Ether pendant ce mois justement de fin décembre, début janvier. On a une autre collection justement qui sont les Captains, dont on a beaucoup parlé. Et ça, donc, c'est un peu le même esprit. C'est créé par les fondateurs de 9gag. Je ne sais pas si vous savez, c'est un réseau social en fait très humoristique, très empli de culture mème qui est sur Internet, où les gens s'échangent des images toute la journée, un peu de sortes de blagues potaches, etc. Pauline y passe ses journées. Hein. Donc voilà, donc c'est les blagues qu'on s'envoie qu'on a pu s'envoyer des fois peut-être entre collègues de bureau, et donc c'est une communauté très très forte. C'est une communauté très très forte aussi, qui ont lancé leur NFT. Et pareil, voilà, ce côté un peu décalé, humour, qui a eu un très gros succès. Et donc ces Captains aussi sont vendus aux alentours de 5 Ethers, ce qui est très cher pendant un bear market. Et enfin, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les friendship bracelets. Ça veut dire le gratuit. Ouais. Donc c'est un cadeau qui a été donné. Il y a une grande plateforme qui est très connue qui s'appelle Artblocks, qui est une plateforme d'art génératif. Et pour remercier, en fait, pour fêter leur anniversaire, ils ont offert en fait 2 de ces bracelets à tous leurs utilisateurs.
Et donc il y a plus de 35 000 personnes qui ont réclamé ces bracelets, qui étaient gratuits au départ, mais ils sont passés de 0 à pratiquement 1 Ether aussi pendant cette période. Donc c'est quelques collections un peu clés, toujours sur des thèmes un peu gratuits, un petit peu gratuits ou un petit peu décalés finalement, qui ont pris de la valeur. Et qui ont profité de ce mini bull run ou qui ont participé à accentuer ce mini bull run. Quelles sont les raisons justement de cette remontée, de ce retour de l'attrait pour un certain nombre de NFT? Alors il y a une chose que les NFT adorent, et c'est un Ether stable. Alors c'est vrai qu'on se pose souvent la question sur finalement les corrélations entre les montées des cryptos et les montées des NFT. Et en fait, on se rend compte que quand l'Ether monte vite, d'ailleurs ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines, à ce moment-là, ça freine un peu les NFT, ça les empêche un peu, il manque un petit peu d'oxygène, et des fois d'ailleurs, il y a des cycles décalés. Et souvent, donc, le cycle NFT précède le cycle crypto. Donc là, on avait eu un Ether assez stable, qui a profité justement aux échanges, qui a donné de la confiance au marché, qui a permis au marché de se développer. À côté de ça, il y a eu quelques gros lancements aussi d'annoncer. Je parlais des Bored Ape, qui est une des collections les plus connues, qui lance une nouvelle collection en ce moment. Il y a une autre collection connue qui s'appelle les Doodle, qui ont aussi sorti les Duplicators, qui est une collection aussi assez forte. Donc il y a eu des sortes, c'est comme s'il y a des blockbusters, si vous voulez, étaient en train de sortir, et donc les blockbusters stimulent l'industrie du cinéma, et là on a quelques blockbusters qui sont en train de sortir, qui stimulent un petit peu ce marché, et qui font qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Et puis il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Blur, qui est un concurrent d'OpenSea. OpenSea, vous savez, c'est la principale marketplace de NFT. Et donc là, il y a une nouvelle plateforme, Blur, qui est centrée sur les NFT traders, avec une interface un peu plus performante, avec une vitesse un peu plus importante, et puis surtout avec des frais égal à 0 au départ, et en plus la volonté des incentives, si on trade sur leur plateforme, qui font que ça a favorisé aussi les échanges, les achats et les ventes de NFT. Donc tous ces facteurs ont contribué, on va dire, à ce dynamisme. Des NFT traders, vous parliez, c'est quoi un NFT trader en 2 mots? C'est un trader, c'est quelqu'un qui va faire du trade quotidien, on va dire, qui va acheter et vendre des NFT tous les jours, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un effet Noël aussi? Parce que là, on parle d'une période qui n'est pas n'importe quelle période, on parle de la période de fin de l'année 2022, début 2023. Est-ce qu'il y a eu un effet Noël aussi pour expliquer cet attrait des NFT, cette remontée en puissance? Complètement. Et c'est peut-être le point, moi, qui me marque, et le point le plus important, en fait, qui marque un peu ce mini bull run, c'est que pendant toutes les périodes de Noël, les artistes, qui jusqu'à présent, pendant le bull market, vendaient plutôt des œuvres très chères, on s'en dit de toute façon, quitte à pas vendre, autant donner. Et donc, il y a eu beaucoup de cadeaux de Noël. Donc, c'est vrai que par exemple, moi, je suis collectionneur de quelques artistes. J'ai eu la chance on me disait, si tu possèdes mon NFT, tu peux aller réclamer gratuitement mon cadeau de Noël, par exemple. Donc, il y a eu des cadeaux de Noël qui ont été distribués. Et puis, dans la foulée de ces cadeaux de Noël... C'est la tokenisation du Père Noël, là. C'est le Père Noël 3.0 qui est arrivé et qui a permis, en plus, de lancer de ressusciter un concept qu'on appelle les Open Editions. Et les Open Editions, c'est quelque chose aussi d'assez sympa, c'est-à-dire que vous savez, d'habitude dans l'art, c'est dans le monde de l'art, soit vous avez des éditions uniques, vous achetez une œuvre, soit vous avez ce qu'on appelle des multiples, c'est un peu l'équivalent dans le monde de l'art, des sérigraphies, donc c'est un 1 sur 100, 1 sur 10, différentes éditions. Et donc les Open Editions, c'est quelque chose où un artiste va dire, je définis pas la limite, mais je définis une date limite. Donc tous ceux qui achètent mon œuvre pendant les 24 prochaines heures vont pouvoir la voir. Et par contre, le compteur s'arrête au bout de 24 heures, par exemple. Et donc, s'il y a 314 personnes qui ont acheté l'œuvre pendant les 24 heures, à la fin, ça va être une série limitée de 314. Et en fait, ça permet de vendre quelque chose de très accessible. Et donc, il y a des très gros artistes qui ont profité de ces périodes pour dire, je lance mon Open Edition. Et donc, c'est vrai que mes œuvres s'achètent peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais là, vous allez pouvoir pour 100 ou 200 euros, acheter mon Open Edition. Est-ce qu'il n'y a pas un côté bulle de savon quand même? Est-ce que ce type de pratique ne nourrit pas les bullshit NFT en l'occurrence? Alors, c'est une vraie question. On peut se la poser parce que c'est vrai que le principe d'un NFT à la base, c'est qu'il soit justement rare. Et là, on dilue un peu la rareté. Donc c'est vrai que normalement, on se dit, une œuvre unique va valoir beaucoup plus cher qu'une œuvre multiple. Mais d'un autre côté, ça contribue aussi à la popularisation de ces NFT et ça en fait un peu un ciment communautaire. C'est-à-dire qu'ensuite, les artistes disent, maintenant, tous les gens qui possèdent mon token de base, mon NFT de base, vont pouvoir avoir accès à mon Discord, vont pouvoir avoir des accès particuliers et en fait, ça va devenir un peu
leur lien de base avec leur communauté. Leur ciment, exactement. Bon. Est-ce que cette tendance, la remontée en puissance des NFT, est-ce que ça va durer d'après vous? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle saison plus favorable ou c'est une parenthèse dans un hiver qui serait amené à se poursuivre, l'hiver 2022 qui serait amené à se poursuivre encore? C'est difficile de s'engager. Moi, je pense qu'il faut être prudent quand même. Il faut être prudent parce qu'il y aura toujours des soubresauts. Là, on voit déjà qu'avec l'amorce des cryptos, les NFT ont un petit peu ralenti déjà. Donc, c'est probable quand même que ça s'envole pas tout de suite. Merci beaucoup John Karp et son expérience, la NFT Factory que vous avez cofondée et à la tête de laquelle vous agissez et vous travaillez. Exactement, voilà. C'est ça. En face de Beaubourg, c'est ça, sur le parvis de Beaubourg. Au cœur de Paris. Pauline Armandet aussi nous accompagne chaque lundi et la newsletter dès 18h tout à l'heure de Pauline, la newsletter BFM Crypto à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. Merci Pauline. Merci. Et donc ce dossier consacré à la fiscalité française sur les cryptos, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, la comparaison aussi de la France par rapport à ses voisins européens en matière de fiscalité crypto, c'est à découvrir dans cette newsletter à paraître à 18h. Dans un instant, on sera à nouveau sur les marchés traditionnels. Le CAC 40 qui marque une pause, qui reprend son souffle après la hausse incroyable de ce début d'année. Il a pris plus de 10% le CAC depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, on repère un peu de terrain, moins 1,5, 7126 points. On va en parler avec nos experts marchés. Ils vont nous accompagner pendant la prochaine heure. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.